Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. La Réunion Léla dans le sens où on va essayer d'aborder un sujet qui n'est pas très agréable et même triste parfois, très triste même. On va parler de la famine dans le sud de Madagascar, c'est dans Cosmo Réunionnais. Pour en parler avec nous, donc Patrick Durieux, bonsoir. Et Jean-Jacques Posé, bonsoir. Bonsoir. Votre association s'appelle ? Alors, Enfants du Monde Réunion, nous étions avant un comité d'une association métropolitaine et nous volons de nos propres ailes depuis 2017. Donc, nous sommes une association réunionnaise, donc Enfants du Monde Réunion, basée à La Réunion, au port. Et nous existons depuis 1986. Donc nos actions sur Madagascar ont débuté grâce à une médecin réunionnaise, Madame Payette, et qui ensuite a été relayée comme présidente par Madame Odette Ribeiro, que beaucoup de monde connaissent, qui a développé l'association. Et ensuite, Monsieur Monsignor, et puis moi-même, depuis 1999. Alors, pour présenter l'association... je t'ai demandé oui. le rôle... Oui, voilà, oui. Et là... Oui, voilà, exactement. Oui, c'est bon. Vous êtes trésorier donc de... Jean-Jacques Posé, oui, je suis le trésorier, mais moi j'assure cette fonction que depuis 4 ans, mais je suis parrain, je parraine depuis 1993 et j'ai fait des missions à Madagascar pour un petit peu connaître les difficultés rencontrées par les enfants là-bas. D'accord. Patrick Durieux, donc on revient sur l'action qui est menée sur Madagascar depuis. Alors, notre association, elle est basée surtout sur les parrainages. Les parrainages, ça veut dire que quelqu'un verse environ 25 € par mois et avec ces 25 €, soit nous aidons un orphelin, soit nous aidons plusieurs enfants dans leur écolage. Nous payons l'école, la cantine, très important, et tout ce qui concerne les affaires scolaires. Nous avons aussi le parrainage de cantine, donc nous payons les cantines, c'est-à-dire que les cantinières, les salaires des cantinières, le budget de la cantine, de quoi acheter tout ça. Nous aidons des centres de rénutrition, donc, qui sont des centres pour les petits bébés. Nous aidons des dispensaires. Donc nous avons une version globale, mais à base de parrainage. C'est-à-dire que tous les mois, nous envoyons de l'argent pour que puissent exister des dispensaires, des cantines et une vie scolaire pour les enfants que nous aidons. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Bon, ça représente environ 5000 enfants. Là, je parle des parrainages scolaires. 5000 enfants. Bon, pour les cantines, bon, c'est les rationnaires. Là, on ne peut pas vous dire exactement, mais enfin, on a une bonne qualité de rationnaires. Et pour les dispensaires, c'est plus limité, puisque surtout, on envoie des médicaments. Soit on envoie des médicaments nous-mêmes, mais là actuellement c'est bloqué par le Covid, soit de l'argent pour qu'ils achètent des médicaments. Voilà. Et donc cette activité de parrainage est quelquefois aidée sur des projets importants. Donc, par exemple, on a participé au premier Kéré auquel nous avons participé, c'était en 91. Donc toute une équipe est partie pour aider les centres du Sud, que nous avions déjà. Puis nous avons participé aussi à l'élaboration d'un centre d'accueil de nourrissons à Tirunumandide. Et là, nous venons de finir un orphelinat complet, qui fonctionnera complètement tout seul, en autonomie, à Sabutinamen, qui est dans la banlieue de Tana, donc, qui s'appelle Akanga. C'est l'association Akanga qui va le gérer. Et déjà, tout est prêt. Il n'y a qu'à commencer quand le Covid, quand nous le permettra. Voilà. Et il y a cette situation actuellement qui est en train d'être connue dans le Sud. Oui, bien sûr. Je vais dire moi un petit mot là-dessus. En fait, en réalité, nous avons 25 centres sur Madagascar et 7 notamment dans le sud. Et ça fait déjà depuis plus de 6 mois que les responsables de centres, les responsables des enfants qui donc gèrent la distribution des colis d'enfants du monde et même des parrainages, nous a un petit peu alertés en nous disant il y a déjà un malaise au niveau de la population. Nous ne savions pas véritablement comment cela se passait, nous n'avions pas la possibilité d'y aller et la réalité c'est en fin de compte le prix des denrées. Le prix des denrées est passé à 35% du jour au lendemain, comme ça. Le riz, les aliments de première nécessité, en quelque sorte, le riz, le savon, l'huile, ça a augmenté de 35%.
Et là, nous étions déjà dans l'embarras, parce que nous voyions évidemment, à travers cette fenêtre-là, la difficulté pour les familles de trouver de la nourriture pour les enfants. Et notre objectif étant évidemment de soutenir, d'aider, de donner véritablement le minimum pour que l'enfant puisse s'épanouir, en tout cas essayer de grandir, de progresser. Nous sommes là aussi pour son bien-être, fait que on s'est tout de suite un petit peu alarmé. La Covid nous a un petit peu ralenti au niveau de nos décisions, mais on a pris en juillet, on a pris la décision, enfin fin juin, exactement le 27 juin, nous avons pris la décision en Assemblée Générale de débloquer des fonds déjà tout de suite pour que les centres du Sud puissent faire face quand même. Alors cet argent, je vais continuer pour dire véritablement ce qu'il en était. Nous avons débloqué 6 000 euros d'un coup, et ces 6 000 euros ont été distribués aux responsables de centre pour acheter les denrées de première nécessité. Ils ont acheté. C'est eux qui ont acheté, c'est eux qui ont distribué. Et ça, pour nous, c'est notre contrôle, en quelque sorte. Quand je vais en mission, je vais évidemment pour aider les gens, mais j'ai aussi une fonction comme Monsieur le Président, comme tous les membres du conseil d'administration, nous avons une obligation de contrôler si l'argent qu'on envoie est bien remis à la famille, d'une part, et ensuite, les denrées qui sont achetées, eh bien, je récupère les factures. Donc, c'est avec des photos, comme vous pourrez les constater, vous pourrez les voir, évidemment, sur ce qu'on a. Alors, on va déjà regarder les photos des actions que vous menez. Donc, on a quelques photos qu'on va passer pendant qu'on va continuer à discuter. Voilà. Vous commenterez aussi les photos en même temps. Donc, en tout cas, ces denrées-là, vous les avez donc distribuées. On voit on aura quelques images, donc c'est famine mais c'est des choses qui sont achetées sur place. Hein. Ouais. Donc justement, on est libéré comme ça du coût des transports, tout ça, et de l'incertitude sur les transports. Hein. Parce que c'est les frais douaniers, tout ça. Parce que l'alimentation n'est pas considérée. Par exemple, nous sommes dédouanés sur les vêtements, sur les médicaments, et sur tout ce qui est scolaire, scolarité, livres, tout ça. Mais sur le plan de l'alimentation, donc c'est importation d'alimentation. Donc en 91, je me souviens, on avait transporté 2 conteneurs de 30 tonnes, et ça avait été dédouané, mais on avait eu de la chance, parce que c'était un peu... D'accord. Juste pour rappeler que 91 a été un événement particulier, puisque la famine a été vraiment... Bien sûr. Plus conséquente. Ils mangeaient des raquettes. Ouais. Comme maintenant, on peut dire que la famine de cette année, il ressemble beaucoup. Parce que j'ai bien aimé l'animateur télé qui disait que quand la maman malgache vend la marmite, c'est véritablement la dernière des misères qui est là présente. Et c'est vrai que en 91, tous les ustensiles de cuisine ont été effectivement, tout a été utilisé. Même si nous on donnait des effets scolaires, les effets scolaires ont été vendus à ce moment-là. En 91, parce qu'il fallait trouver de l'argent pour manger. La très grosse difficulté, si vous voulez, c'est vrai que ce sont des villages dans le sud qui sont très menacés, mais ce sont les gens qui sont en brousse. Nous n'avons aucune possibilité véritablement de les aider, parce qu'en brousse, ils doivent marcher une journée pour venir au village récupérer. Parfois, il y a certains qui n'arrivent pas au village. Parce qu'ils meurent de faim déjà dans la brousse. Et pourtant, on dit que la brousse, il y a de quoi se nourrir. Pas à Madagascar, nous sommes dans le sud de Malgache. Voilà les images la distribution, effectivement, par les responsables de centre à chaque enfant, chaque famille. Ça, c'est une moque de riz, comme on dirait à La Réunion. Oui, moque de riz, on verra aussi verser directement dans... Donc, c'est des personnes qui viennent chercher. Tout à fait, puisque nous essayons de distribuer à un maximum de personnes le plus rapidement possible. Donc, ils sollicitent les enfants, et les enfants
demande aux parents, ce sont les parents qui viennent. Vous voyez qu'il y a un peu un respect de la distanciation. Oui, tout à les fait. masques. Alors là, on voit la dame donc qui verse donc encore une fois du riz dans le sac de la personne qui est juste devant elle. Donc encore une fois, la distanciation, ils ont des masques et ils gardent, en tout cas, ils respectent tout ce qui est pour le Covid. Et ils sont très dignes. Tout à fait. Ouais. Ils restent dignes, ils se bousculent pas. Là, on voit bien le riz qui est versé donc dans la tente. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a une grande dignité de leur part, et ça c'est vraiment à relever. Et je pense que on en parlera tout à l'heure un petit peu, on verra un petit peu pour la mobilisation, mais encore une fois, là on voit de nouveau des personnes qui attendent avec leur sac. Les enfants qui sont là, ouais. Là, Ils viennent chercher pour la famille. Ils viennent chercher pour la famille. Ouais, bien sûr. La question aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu anticiper cette situation-là? Est-ce qu'il y a une ONG ou est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aurait pu dire, voilà, dans le Sud, on va avoir ce problème-là? Est-ce que c'est possible ou pas? Disons que les ONG, nous avons été prévenus. Déjà, on se doutait que ça allait mal se passer, mais le problème, c'est qu'il y a le murmure médiatique qui fait que quelquefois, c'est bien tombé là. Le GIR a lancé tout d'un coup une première page symbolique, mais quelquefois, c'est noyé dans et nous, vous pouvez dire dans le Sud malgache, on dirait que et puis personne n'entend parce qu'il y a d'autres choses, tout ça. Là, le GIR et d'autres médias ont franchi le pas, donc automatiquement, ça devient médiatisé, en sachant qu'il y a eu d'autres périodes où on a envoyé de l'argent et on était un peu seul, parce que il y a le PAM quand même qui est sur place. Le PAM a sa distribution. Alors, c'est quoi le PAM? Le programme alimentaire mondial. Ils ont eu le prix Nobel cette année, justement. Mais le PAM, par exemple, ils ont plein de conflits sur le dos, là, actuellement, avec plein de pays qui sont, dans d'énormes problèmes. Et donc, Madagascar, est dedans. Madagascar, le PAM est constamment à Madagascar, est basé, puisqu'ils ont des entrepôts, ils ont d'énormes camions. Ils ont des camions, vous croisez quelquefois sur les pistes, des camions de 30 tonnes semi-remorques, et ils sont et ça circule, vous voyez, le camion qui oscille comme ça, parce que c'est des pistes, Donc, mais ils arrivent, Donc, ils peuvent. Mais le problème, c'est que, après sa distribution, je ne sais pas quels sont leurs effecteurs, tout ça, s'ils passent par le gouvernement, tout ça, pour distribuer. Là, je ne sais pas. Mais nous, nos centres, souvent, n'ont pas tellement l'occasion de voir les gars du PAM. Alors, il y a une chose qu'on va peut-être voir, c'est la mobilisation. La population essaye de voir, en tout cas dans cet endroit, essaye de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que la population réunionnaise pourrait faire pour vous apporter quelque chose? Vas-y, je parce que c'est lui qui va vous dire que normalement c'est plutôt de l'argent, parce que l'argent, nous, je vais intervenir parce qu'en fin de compte, c'est notre souci à l'heure actuelle. Vous savez que la crédibilité, évidemment, dans les ONG et dans les associations, elle est parfois un petit peu remise en cause. Et je le comprends parce que moi juste pour dire l'exemple, j'étais je faisais des dons à l'époque de l'ARC pour le cancer, etc. Et quand j'ai appris que effectivement il y avait des châteaux qui étaient construits c'est pour ça que la mauvaise réputation, elle tient fortement. Bref, nous on a cette volonté de dire, on va faire, même s'il faut se battre pour avoir véritablement une possibilité d'apporter de l'aide et de soutien pour les enfants, on va se battre. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas faire grand-chose. L'année dernière, nous avions envoyé près de 5 tonnes de matériel globalement, c'est-à-dire des fauteuils handicapés. Grâce à la mairie nationale. Ouais. Il faut les remercier. Vraiment, on a travaillé avec les FASOI, on a travaillé avec Aviation Sans Frontières, on a travaillé avec plein de personnes, et nous avions des sites locaux qui nous apportaient les lits pour malades, etc. Fait que nous avions toute cette possibilité-là, évidemment, de transférer ce genre de choses. Bref, nous avions des accords avec Madagascar. Nous avons toujours des accords, évidemment, pour pouvoir permettre à l'ensemble de fonctionner. Mais cette année, vu les fermetures des différentes frontières à cause de la Covid,
nous n'avons pas de possibilité d'envoyer nos médicaments. Nous avons récolté des médicaments. Donc, comment faire? Eh bien, on s'est aperçu qu'en envoyant, tout à l'heure je parlais de 6 000 € que nous avons transférés, eh bien, nous avons pu, évidemment, aider les familles du Sud en leur disant aux responsables de centre, vous achetez les denrées et vous les distribuez. Et je crois que pour nous, c'est la meilleure des filières. Je reçois en retour les factures. Les mails fonctionnent très bien, donc ça, c'est une bonne chose. Au moins, on a des infos comme ça. Voilà, enfin, si tu veux rajouter... dire que nous sommes reconnus d'utilité publique. On est allé l'an dernier donc, aux services fiscaux de Marseille pour revendiquer justement que nous suivions tous les règlements possibles et imaginables de surveillance des associations. Donc nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Donc nous donnons droit à une déduction fiscale. Voilà, très important. Alors je reviens à ma question. Puisque vous ne pouvez pas envoyer de colis, de matériel aujourd'hui à cause de la fermeture des frontières, donc c'est de vous aider financièrement. Alors, il y a plusieurs façons. Ouais. Plusieurs façons de nous aider. On doit parler tout à l'heure de parrainage. Nous avons 750 parrains quand même qui viennent nous aider. Nous avons 5000 enfants. Et ce parrainage consiste véritablement à faire un don mensuel. Sur les 25 € que nous demandons, eh bien, nous avons 2 € pour tout ce qui est taxes et transferts, etc. Et les 23 € vont à l'enfant, famille, groupe scolaire, tout ça. Il y a une autre possibilité, évidemment, c'est de pouvoir faire un don. Vous faites un don et si nous avons votre identité, nous passerons dans notre comptabilité et ça sera évidemment pris en compte. Alors votre RIB ou votre vous pourrez trouver sur edm-réunion.com, vous aurez trouvé toutes les informations dans la rubrique contact. Et vous allez avoir toute la possibilité, et même éventuellement si vous voulez adhérer et faire un parrainage, eh bien nous préférons que ce soit du papier signé. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de signature électronique numérique. Donc, mais vous trouverez tous les renseignements sur le site edm-réunion.com. Alors, quand est-ce que vous allez repartir sur les lieux? Pour l'instant, les vols sont pas là, quoi. Et même Aviation Sans Frontières, qui est notre partenaire pour les envois, dit que pour l'instant, ils pensent peut-être en janvier que ça reprendra, parce que Nocibé n'est pas notre coin favori, parce qu'après il faut tout descendre. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de mission. Mais je vous rassure, nous avons des partenaires depuis longtemps. Et ils savent qu'on a déjà fermé des centres. On a déjà fermé des centres qui ne correspondaient pas au suivi que nous souhaitions. Bon. Donc, ils savent qu'on ne transige pas avec ça. Et après, ça sera responsable de centre de dire pourquoi ils ne sont plus aidés, les gens. D'accord ? Bon. Donc, les gens, ils se méfient. Ils se méfient de ça. Et l'autre chose, c'est que nous avons les moyens de surveiller parce que les gens parrainés sont quand même aptes à nous écrire, à dire t'es curieux, on ne reçoit pas l'aide qui avait été promise, tout ça. Tu vois ? Donc, nous, les parrainés, ils sont citoyens malgaches et ils ont le droit. Et ils ont les droits aussi de aussi. Quelquefois, on leur explique qu'il s'est passé ça, etc. Et les donateurs, les parrains ont des droits et aussi des devoirs, de nous prévenir quand ils arrêtent, par exemple, des parrainages, tout ça. Mais ils ont des droits de savoir. Donc, c'est pour ça que nos parrainages, il y a des photos d'enfants, ça correspond à un endroit, et la personne peut aller dans cet endroit et vérifier si les enfants sont bien à l'école. Il peut demander, tel enfant, il est où ? Et il aura la réponse. D'accord ? Ouais. Bon, donc, pour compléter. On joue la clarté absolue. La transparence, et totale. Par rapport à nos responsables de centre, ils savent que s'ils ne remplissaient pas les conditions de tenue de compte, etc., ça pourrait assez mal se passer par rapport à leur centre. Ouais, tu vois ? Donc, parce qu'on ne peut pas, justement, on est reconnu d'utilité publique, donc avec les services fiscaux qui sont derrière nous, qui veulent quand même vérifier tout ce qu'on envoie est sous notre nom.
C'est jusqu'à ce que ça touche, ça soit versé à la famille, à l'enfant ou à la cantine, tu vois. Donc c'est toujours ça. Donc on s'engage. Hein. Je préciserai juste, sur deux points. Pour continuer juste sur ta lancée, nous sommes dans une banque réunionnaise, je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais à Tana, nous avons un compte Enfants du Monde Réunion à Tana. Et ce compte Enfants du Monde Réunion est aussi distribué dans plusieurs comptes d'enfants Réunion pour le centre A, le centre B, le centre C, etc. Donc, depuis au moment où l'argent arrive sur notre compte, il va que sur des comptes d'enfants du monde. Et c'est ça notre garantie, véritablement, que l'argent n'est pas... seul défaut, c'est que aussi bien la banque réunionnaise que la banque de Madagascar nous pompent beaucoup de frais. Mais juste deuxième point, pardon, excuse-moi, tu disais qu'en fait, on va pas partir, mais nous avons un secrétaire au projet qui, lui, en fait, il a les deux nationalités, française et malgache. Et aussitôt que la situation sera évidemment possible, il va prendre l'avion et c'est lui qui fait éventuellement il nous fait part des difficultés que peuvent rencontrer les malgaches. Et nous avons un représentant sur place, un représentant malgache. Un chargé de mission. Un chargé de mission, donc monsieur Eri Nirine Odon, qui nous représente là-bas et qui peut aller vérifier dans un centre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a des informations à vérifier tout ça, il peut se rendre sur le centre et dire exactement avec les gens qu'est-ce qui se passe. Donc il peut se rendre n'importe où dans Madagascar. Ils sont tous avec un ordre de mission. Ce sont tous des bénévoles. Ce qu'on vient de vous citer, nous n'avons qu'une seule employée à la médiatrice humanitaire, mais c'est notre pilier effectivement administratif. Mais tous les autres, ce sont des bénévoles. Voilà. D'accord. Messieurs, je vous propose, dès que vous voudrez de nouveau faire le point, de revenir, puisqu'on arrive à la fin. Voilà. Alors, le truc, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que, là, on commence à refaire donc, on a relancé nos parrains, déjà nos parrains. Hein. On relance un peu dans le public, mais déjà nos parrains sont prévenus qu'on relance une collecte un peu pour Madagascar. On verra combien on aura. Et avec ça, on vous dira un peu ce qu'on aura fait. Hein. On vous contactera. D'accord. On vous dira un peu, parce que là, disons que c'est dans l'ordre de quelques mois, parce que le temps que ça parte, que ça revienne, les photos, tout ça. Donc voilà. On peut faire un point tous les 3 mois. Oui, d'accord, c'est vous qui décidez. Quand vous êtes prêts, vous me faites savoir. Si vous nous accueillez, ça sera avec plaisir. Merci Jean-Jacques Pesé, merci donc à Patrick Durieux, donc président de l'association Enfants du Monde. Merci pour ces informations-là. On va voir un petit peu comment ça évolue, on va essayer de suivre, voir un petit peu comment à Madagascar, nos cousins, nos frères traversent ce moment difficile. Merci à vous. Nous, on va regarder on va revenir donc sur la Semaine Bleue. On va entendre de nouveau des jeunes qui se forment pour devenir des auxiliaires de vie. Audrey Château, donc Sophie Sonia et Anna Mazot. Donc on les écoute. Qu'est-ce qui a donné envie à Audrey de devenir assistante de vie? Alors, ce qui m'a donné envie de travailler avec les personnes âgées, quand je regarde les émissions ou quand je vois les gens autour de moi, que ce soit dans mon cadre de famille ou autre, qui sont en grande difficulté, tout ça fait que ça m'a donné envie de me former pour pouvoir les aider au mieux. Cursus de formation, vous suivez? Actuellement, je suis en alternance avec avec Gold Formation et la société Rayon de Soleil, c'est-à-dire que je suis en entreprise et en même temps au CFA. Comment se fait la théorie et la pratique? Alors, il faut dire qu'on vient tout juste de commencer. On a commencé cette formation lundi. Donc, toute cette semaine, on a été en entreprise. Et lundi, nous partons pour 2 semaines au CFA, où nous allons apprendre la théorie. C'est quoi la théorie? Qu'est-ce que vous avez commencé à apprendre en théorie? On n'a pas encore commencé la théorie, justement. On commence tout juste lundi. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire ce que j'ai appris, vu qu'on n'a pas encore appris. Mais voilà, en théorie, on va apprendre les bons gestes, adopter les bons gestes envers ces personnes qui sont vulnérables,
pour qu'on puisse au mieux les aider, les accompagner dans leur quotidien. La pratique sur le terrain, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous découvrez? Je découvre chaque jour des personnes différentes, avec des pathologies différentes. Certaines personnes ont vraiment plus besoin d'être accompagnées, vraiment, quelqu'un pour les écouter, quelqu'un pour parler avec eux. D'autres ont besoin juste qu'on leur fasse à manger et qu'on reste avec eux lors de leur repas. Ce sont vraiment des personnes différentes, donc on ne fait pas les mêmes tâches avec toutes ces personnes. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, d'apprendre pour bien faire ce métier? Moi, vraiment, j'aimerais être confrontée à toutes les pathologies pour pouvoir vraiment prendre connaissance et au mieux aider les personnes dans leur vie quotidienne. Comment vous voulez vieillir? Comment moi je veux vieillir? Écoutez, j'aimerais vieillir en bonne santé comme tout le monde et entourée et voilà, si le matin je me retrouve à être en difficulté, j'aimerais aussi être bien accompagnée dans mon quotidien. Alors, est-ce que vous savez c'est quoi un auxiliaire de vie? Alors, une auxiliaire de vie, c'est une personne qui vient chez vous, qui permet déjà que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas isolé. Et puis, ça vous êtes dans les actes de la vie quotidienne, que ce soit le soin, le confort. Et puis, permettre à ces personnes de recevoir de la visite surtout. Comment vous avez su qu'aujourd'hui, il y a un métier qui s'appelle auxiliaire de vie? Alors déjà j'ai fait 3 ans au lycée Marie-Curie de Sainte-Anne, donc c'est grâce à ça que j'ai connu qu'il y avait plusieurs choix, sinon être soignante ou auxiliaire de vie, mais après moi je préfère me diriger vers à domicile, parce que je pense que l'environnement n'est pas pareil et le contact avec la personne n'est pas pareil non plus. Et est-ce que, avant de commencer cette formation, est-ce que vous savez tout ce que vous avez à apprendre pour devenir une bonne auxiliaire de vie? Oui, pour être une bonne auxiliaire de vie, surtout il faut être très patiente, à l'écoute et ça va faire face aux réactions que peuvent avoir les personnes. Donc il faut anticiper dès aujourd'hui pour voir comment réagir face à ça. Et qu'est-ce que ça va vous demander de changer dans votre comportement pour devenir quelqu'un qui est à l'écoute? À l'écoute. Déjà, normalement, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Du coup, je pense que ça va se faire facilement. On discute avec la personne, on pose des questions, ça se fait tout seul. Est-ce que déjà, vous faites un test, par exemple, au sein de votre famille, dans la relation avec votre grand-mère, avec votre grand-père? Est-ce que déjà, il y a déjà ce travail-là? Oui. Par exemple, ma grand-mère, automatiquement, quand je vais chez elle, s'il y a quelque chose à faire, je le fais automatiquement, je l'accompagne. Donc oui, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que vous devez encore apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que je vais apprendre un peu plus autoritaire, parce que je suis quelqu'un de très douce. Mais après, il y a des personnes qui peuvent abuser de ça. Donc, c'est vraiment me forger un caractère aujourd'hui. Il faut changer ce caractère, c'est ça? Oui. Il faut devenir un peu plus rigide, un peu plus dur? Voilà, il faut savoir mettre des distances quand ça ne va pas, savoir dire non quand ça ne va pas, et surtout par rapport à la façon de parler quand ça ne va pas, vraiment sévère quand il le faut aussi. Quelle façon vous voudrez vieillir? J'aimerais vieillir de chez moi, parce que je pense qu'en milieu hospitalier ou maison retraite, on n'est pas chez nous, et puis finir ma vie chez moi. À quel moment vous avez pensé qu'on peut faire ce métier? En fait, mettez dans la petite enfance au début et mettez-vous le reste toujours dans le domaine du social. Et du coup, mettez-moi là-dedans. Et est-ce que vous êtes conscient que ce métier-là, il exige beaucoup de vous? Ah oui, parce qu'il demande beaucoup d'écoute, d'attention, de patience et plein d'énergie. Et vous voulez quelqu'un
dynamique. Beaucoup à l'écoute, les beaucoup, Oui, oui. ou les très patientes. Oui, tout à fait. Il faut travailler encore ou bien les Il moins. faut bien travailler encore un petit peu. Et quoi on doit apprendre d'autre pour devenir une bonne auxiliaire de vie? Ben, déjà, il faut savoir les besoins des personnes que l'on a besoin. Hein? Et voilà. Et quoi on doit avoir comme autre savoir? Par exemple, savoir par exemple que quand il chauffe de l'eau, il est comme si, quand il fait ceci, quand une personne âgée, il demande ça ou donne ça. Tout ça, il faut apprendre? Oui. Ben là, nous la commence direct sur le terrain lundi. Et du coup, la théorie, nous ça apprendre lundi pendant la formation. Et quoi on pense qu'il faut apprendre encore? Parce que l'a besoin. Et comment on voit ce métier-là? Comment on veut que ce métier évolue? Parce que nous tous, on a un grand-mère, on a un grand-père. Comment il faut faire évoluer ce métier-là? Pour être à l'écoute, justement. Déjà, il faut faire la pub. Sur les réseaux sociaux et tout, il faut en parler. Parce qu'il a besoin beaucoup comme ça. Vu que les personnes âgées, il y en a plusieurs maintenant. Et il n'y en a que ça sur la terre maintenant. Et quoi vous voudrez vraiment apporter par exemple, pour votre grand-mère? Autant d'aide qu'il a besoin. Autant. Et ça va être ma dernière question. Là-dessus, demain, où ça vieillit? Oui. Comment on voit comment on veut vieillir? On veut vieillir en bonne santé, entouré de la famille, des amis.